Ce forum sera consacré à l'éducation nationale. On cherchera donc à savoir si demain nous pourrons réellement avoir une éducation nationale et non plus une éducation mondialiste, mondialisée, avec tout ce qui va avec évidemment. On abordera plusieurs points, notamment l'état de l'éducation nationale actuellement, une partie historique je pense, et puis notre volonté au Front National de réformer en profondeur cette école et d'instaurer la vraie école de la République, pas celle de Vincent Payon, mais une école vraiment nationale. Voilà. L'école n'est plus du tout ce qu'elle fut, enfin, ce qu'elle pouvait être auparavant, dans sa version la plus méritocratique possible. On a, je pense, un réel abandon d'une part de la méritocratie. On le voit par exemple avec la suppression de la bourse au mérite par le gouvernement Ayrault. Et tout ça vraiment tente à démontrer qu'on n'incite plus les élèves à réussir. On leur dit que de toute façon ils pourront aller à la fac, qu'ils pourront avoir un diplôme, une sorte de diplôme fourre-tout entre guillemets, où ils pourront accéder à un job quelconque. Et ça, en fait, ça se fait sur le modèle libéral américain. Parce qu'il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, nous avons dans l'éducation nationale notre modèle français, après le bac, qui inclut le cycle préparatoire, puis une école, type école d'ingénieur, ça on le doit à Napoléon. Et à côté de ça, on a le type université, c'est-à-dire 3 années de licence, puis un master, puis un doctorat. Et aujourd'hui, on remarque que l'université, c'est un peu le fourre-tout de tous ceux qui n'ont pas forcément pu aller ailleurs. On leur dit, bon, bah, si vous ne pouvez pas aller en prépa, si vous ne pouvez pas aller en DUT, admettons, eh bien vous irez à l'université. Or, on sait particulièrement que dans un amphi, avec une centaine de personnes et un seul professeur, c'est beaucoup plus difficile de faire de la pédagogie, c'est beaucoup plus difficile d'inculquer, de transmettre un savoir, alors que dans une prépa, dans une école, où il y a vraiment plus de méritocratie, et bien là, il y a vraiment une incitation à la réussite, il y a vraiment une incitation au mérite. Mais pour en revenir à ce qui se passe avant le baccalauréat, et là je ne pourrais contredire ce qu'a dit Gauthier au sujet de l'ECJS, pour en avoir fait moi-même l'année dernière et les années auparavant, et en fait c'est vrai que ça n'a absolument pas changé. C'est triste à dire parce moi c'était il y a 10 ans, donc je vois que ça n'a pas changé. Ouais, non, mais c'est triste à dire parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait en ECJS, c'est quasiment l'étude de la mondialisation. C'est comprendre en fait l'individu en tant que citoyen mondial, ce que ne tente pas du tout à être la France, qui doit conserver sa communauté nationale, son unité nationale, et ne doit pas être une partie du monde entier, et ne doit pas être ce petit pays que nomme Cécile Duflot, ne doit pas être ce 1% de la population mondiale, comme le disait Valéry Giscard d'Estaing. L'école, aujourd'hui, en gros, c'est ça, c'est l'apprentissage de la mondialisation pure et dure. C'est cette perte de repères nationaux qu'on avait avant, c'est-à-dire le fait qu'on n'enseigne plus aux élèves cette appartenance à la patrie. Qu'on n'enseigne plus aux élèves le fait qu'on soit dans une république qui corresponde à des valeurs, qui corresponde à des règles établies, et non pas le tribunal de la Haye, et non pas le droit international. Non, mais pour reprendre ce qu'a dit Gauthier tout à l'heure, on a effectivement perdu Napoléon, on a perdu Louis XIV dans le programme d'histoire sous Sarkozy. Et bien sous Hollande, en un an de quinquennat, eh bien on a perdu De Gaulle. Donc l'histoire de notre France aujourd'hui, ça se résume au traité de Maastricht, ça se résume au traité d'Amsterdam, à tout ce qui a vu la mondialisation de la France. Et d'ailleurs, c'est considéré comme le sujet bateau. La mondialisation aujourd'hui, c'est ce qu'on fait toute l'année en géographie notamment. C'est évidemment le sujet que j'ai eu au bac. Et c'est aussi cette volonté de destruction des États-nations, dont l'UMP, le PS, qui ont été successivement au pouvoir, sont les complices.
c'est cette perte de repères nationaux qui va ensuite faire accepter l'idée d'une autocritique permanente. On dit sans arrêt aux élèves que finalement la France, ce n'est pas un grand pays, la France n'a pas de grandeur, la France c'est simplement le pays qui a colonisé des dizaines de pays africains. La France, en gros, a fait tout mal durant son histoire, n'a jamais réussi quoi que ce soit. Et finalement, on dit aux élèves qu'il ne faut pas viser la France, que la France on dirait presque que la France n'a finalement pas d'avenir, ce qui est complètement faux, puisqu'on sait très bien que la France a des capacités, et encore la 5e puissance mondiale. On sait qu'on a beaucoup de ressources, et qu'on a aussi encore une grandeur que l'UMP et l'EPS semblent oublier, ce qui est absolument anormal. Alors dernièrement, on a eu, ces derniers mois, on a eu les sorties de Vincent Peillon sur sa fameuse morale laïque, qui est en réalité une perte de plus de certains repères qu'on pouvait avoir, parce qu'en réalité, ce n'est pas la morale laïque telle qu'il le dit, c'est absolument pas de la laïcité. Ce qui se cache derrière, en réalité, c'est une perte, c'est une rupture définitive avec ce qui fonde notre héritage culturel et historique. Ce sont les valeurs chrétiennes historiques qui sont devenues un patrimoine culturel qui s'est complètement détaché de la religion depuis, mais qui est resté ancré dans notre patrimoine national. Et cette volonté de destruction de ce qui reste de nos racines, on le retrouve dans cette soi-disant charte de morale laïque qui est là pour montrer que finalement nous sommes une société qui est complètement athée, sans appartenance religieuse, et ça fait preuve d'un anticatholicisme assez aberrant qui à terme signe définitivement l'abandon d'une partie de notre héritage culturel. Alors ça, Peillon l'a voulu, mais Châtel avant lui le voulait également. C'est une finalité qui, je pense, va amener l'éducation nationale, va amener notre école à devenir une école coupée de ses racines, coupée de ce qui forme les racines de la France. Et je pense que nous devons de ne pas l'accepter, à mon avis. Il faut savoir que, d'un point de vue historique maintenant, on doit l'école gratuite obligatoire à Jules Ferry, qui est assez connu maintenant, qui a été impliqué notamment en politique. Et alors on l'appelait le laïciste, parce qu'à l'époque, on avait déjà cette volonté d'imposer une certaine laïcité à l'école et de rompre avec l'ancienne, enfin ce qu'on considérait comme l'ancienne école, c'est-à-dire l'école catholique en fait, puisqu'à l'époque de Jules Ferry, il n'y avait pas encore la séparation de l'Église et de l'État. Alors tout ça constitue une sorte de modèle qu'on pourra aussi appeler dérive, qu'on pourra aussi appeler, je sais pas moi, qu'on pourrait aussi appeler un grave danger pour notre République, pour la France. Mais au Front National, on estime qu'il est possible de faire une grande refonte, une grande réforme de l'éducation nationale pour retrouver une vraie école de la République française. Et pour ça, nous ne sommes pas sans ressources, puisqu'il y a des choses qui sont possibles de faire, qui sont à notre portée, qui ne sont pas totalement inatteignables, pour peu qu'on retrouve une certaine souveraineté et une certaine indépendance, ce qui ne tend pas à être le cas pour le moment, évidemment. Alors, cette nouvelle refonte de l'école, telle que le veut le Front National, suppose un vrai apprentissage de notre histoire. Je pense que ça commence par ça, parce que je pense qu'on doit commencer par fournir à nos élèves des repères très importants vis-à-vis de notre histoire française, car je pense que c'est ce qui constitue le socle d'une communauté nationale soudée et unie, telle que nous le voulons pour l'avenir, et ainsi éviter le communautarisme issu du manque de repères nationaux, en partie à mon avis, ce manque d'apprentissage, cette perte de repères nationaux qui s'effectue à l'école. Il y a d'autres moyens en fait pour tromper ce système. On peut par exemple utiliser faire l'apprentissage de nos valeurs, faire l'apprentissage de notre République, car aujourd'hui, tout ça en réalité se perd complètement dans notamment le droit européen, qui maintenant prime sur le droit français. On n'a plus vraiment je trouve qu'on n'a plus vraiment d'éducation nationale à proprement parler, car nos valeurs,
notre République se fond dans la masse mondiale, ce qui est à mon avis complètement inacceptable. Et pour cela, il faut faire comprendre aux élèves l'intérêt national et leur montrer que l'intérêt national peut primer sur le droit européen, sur l'intérêt européen et sur l'intérêt mondial, grâce par exemple à la priorité nationale, au protectionnisme intelligent. Et ça, à mon avis, ça peut être un pas en avant vers la construction, comme je disais tout à l'heure, d'une vraie communauté nationale, ce qui n'existe absolument pas aujourd'hui, en ce sens où on a séparé, on a divisé la France et les Français en communautés qui sont complètement distinctes. D'ailleurs, on le voit par exemple à Nantes, où des quartiers entiers sont communautarisés, divisés et ne sont pas du tout soudés et unis tel qu'on pourrait l'imaginer. C'est pareil pour le problème de la régionalisation. Le fait qu'on n'ait pas une école, qu'on n'ait pas une vraie éducation nationale fait que le régionalisme peut tendre à s'accentuer, fait que finalement la notion de nation, d'État-nation se fond dans une sorte de régionalisation de l'Europe ou de régionalisation du monde, ce qui ne peut pas être acceptable puisque ça va dans le sens de la destruction des frontières, tant économiques que sociales. C'est en quelque sorte une nouvelle méthode d'enseignement, une méthode d'enseignement française qu'il faut, à mon avis, inculquer. Et ça commence très jeune. Je pense que ça commence par l'apprentissage de la méthode syllabique et le fait qu'il faille éviter de prendre les élèves pour des cobayes et de tenter des expériences qui sont le plus souvent peu fructueuses. C'est aussi l'école, c'est aussi le contrôle de la neutralité politique, car je me souviens, j'ai des souvenirs très très récents de professeurs qui n'hésitaient pas à prendre parti sur tel ou tel positionnement politique, que ce soit de droite ou de gauche, concernant tel ou tel sujet, et notamment au sujet de la mondialisation, car en fait la mondialisation c'est maintenant un point de vue à part entière, ça n'est plus cette idéologie soi-disant d'extrême droite, ce qu'on nous disait tout le temps jusqu'alors. C'est maintenant une vraie idéologie qui concerne absolument tous les partis. Et là, pour le coup, on arrive à bien identifier ceux qui sont complètement favorables à l'éclatement de notre République, de notre État-nation, de nos valeurs, que sont l'UMP, le PS et tous les autres. Et à côté de ça, ceux qui sont contre ce système de mondialisation, ceux qui sont pour conserver notre État-nation, c'est-à-dire le Front National et tous les autres partis qui sont relativement minoritaires vis-à-vis du FN. L'éducation nationale, c'est aussi une école au service de la nation qui doit répondre aux besoins de l'État, notamment, je ne sais pas moi, en matière de métal. Je rappelle que la France importe 60% de son métal à l'étranger, et ça fait mal au cœur quand on voit qu'une usine comme celle de Florange est vendue 1 €, alors qu'on pourrait très bien acheter le métal de Florange. Ça nous permettrait de réduire notre déficit commercial et de réduire le déficit de notre balance commerciale notamment. Mais avoir une éducation nationale, c'est aussi désengorger le lycée, parce que, encore une fois, le lycée devient un peu à la manière de l'université, le fourre-tout de ceux qui n'ont pas vraiment d'idées. Et pour cela, je pense qu'il faut généraliser, améliorer et professionnaliser les voies pour le coup professionnelles et non générales, c'est-à-dire toutes les voies qui amènent à une insertion professionnelle rapide, mais qui doit aussi s'effectuer selon nos besoins réels, c'est-à-dire en fonction des débouchés que cela implique, et ne pas laisser des élèves aller dans des zones, dans des filières où le chômage est énorme et explose d'année en année. Avoir une éducation vraiment nationale, c'est aussi ouvrir les grandes écoles aux élèves issus des quartiers populaires, car les grandes écoles, c'est aussi comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une voie de réussite très importante, notamment comparée à l'université. Et le fait d'ouvrir ces grandes écoles aux élèves issus des classes populaires, notamment par le biais de la bourse, ça permet, là encore, d'avoir une vraie éducation nationale qui ne favorise pas, pour le coup, les élèves les plus riches face aux moins riches, et qui favorise l'ensemble des élèves de la nation française. Et tout cela, en fait, va à l'encontre de tous les plans de réforme de l'éducation nationale qu'on a vu jusqu'ici, que ce soit ceux de Peillon, Taubira, Copé ou encore Attali, ça ne fait plus vraiment. Oui, bien sûr qu'avec la caricature qu'on a fait
Najat Vallaud-Belkacem, l'absurde ministre des droits des femmes, sur le vivre ensemble. On voit bien là l'échec complet du gouvernement Ayrault en matière d'éducation nationale, car l'absence de respect à l'école, que ce soit vis-à-vis des professeurs, on entend souvent des histoires de ciseaux, ce genre de choses. On voit bien que c'est un problème majeur et qui en fait ne montre que le vivre ensemble que prônait Najat Vallaud-Belkacem récemment a complètement échoué, du moins à l'éducation nationale, mais bien sûr sur tellement d'autres sujets. L'éducation nationale en fait évidemment partie. Ce vivre ensemble, évidemment, il est de plus en plus absent à l'éducation nationale, à l'école, et en quelque sorte, il se manifeste par ce mépris de l'autorité, par ce mépris de la discipline, comme l'a dit Gauthier, ce qui est absolument une marque de non-respect. Là, pour le coup, ce qui est un manque d'éducation notoire, et ce qui me fait dire qu'en réalité, si on avait une vraie éducation nationale, qui pour le coup pourrait inculquer les vraies valeurs de notre République, je pense qu'on aurait moins ce mépris de l'autorité, parce qu'on pourrait arriver à faire comprendre aux élèves que l'autorité est une instance suprême et qu'elle fait partie des valeurs qui constituent notre République, et qu'elle participe au bon déroulement de l'apprentissage d'une façon particulièrement banale. Et moi, je me rappelle très bien que l'année dernière, à celle d'avant, on avait affaire à des élèves relativement immatures qui faisaient n'importe quoi en cours, qui discutaient pendant toute l'heure de cours, et des professeurs qui en fait ne voulaient prendre absolument aucune sanction. Et donc toute l'année, ça a été comme ça, et après l'année suivante, les professeurs s'étonnaient que le lycée dans lequel j'étais n'avait que 75% de réussite, ce qui est le taux le plus faible de Nantes, je crois. Et ce qui montre bien que l'autorité est en plus un facteur de réussite scolaire, parce qu'elle participe en fait à la bonne ambiance générale des cours et au fait que les élèves soient dans une ambiance propice au travail, propice à l'apprentissage, ce qu'aujourd'hui on ne retrouve absolument pas, du moins dans l'expérience que j'ai vécue. Je ne sais pas si ça a été le cas aussi pour vous, mais en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu. Heureusement, on arrive après le bac à un certain palier où les élèves gagnent en maturité personnelle, gagnent en indépendance, ils deviennent à peu près autonomes et comprennent quelles sont les valeurs qui normalement devraient être les nôtres à tous. Et là, on a une vraie évolution. Mais jusqu'au bac, on ne peut pas dire que ça soit franchement une réussite. Pour le ramener aussi à ce bipartisme, parce que en fait, pour que les conditions du bipartisme soient remplies, il faut qu'il y ait deux partis qui soient d'accord pour qu'en fait, ils renouvellent constamment leur offre politique, de manière à ce que les électeurs, face au second tour, soient constamment incités à voter pour le changement. Il n'en a absolument pas un. C'est ce que disait Johan, en fait, c'est que j'ai toujours vu à l'école cette volonté de dire aux élèves, par exemple, en 2012, lequel allez-vous choisir? En 2012, est-ce que ça sera UMP? Est-ce que ça sera PS? En prenant bien soin, évidemment, d'omettre tous les autres candidats, que ce soit celui de la République solidaire, que ce soit celui du Front National, que ce soit celui de, je ne sais pas, n'importe quel autre parti, qui est malgré tout candidat. Ce qui là démontre bien que le professeur, non seulement lui, a déjà la volonté de conserver l'élève autour du cercle bipartite, tout en voulant lui montrer que finalement c'est le PS ou l'UMP qui doit être au pouvoir, alors qu'il existe une multitude d'autres possibilités. Et par exemple, sur des sujets comme la démondialisation, comme l'appelle Arnaud Montebourg, sur des sujets comme l'euroscepticisme, sur des sujets comme le protectionnisme, eh bien, moi je me rappelle d'un prof d'éco qui nous disait « Ah bah si vous êtes contre la mondialisation, si vous êtes contre le mondialisme, eh bien il faut choisir Montebourg ». Ce qui est évidemment une erreur fondamentale, puisque Montebourg est par définition soumis à son parti, le Parti Socialiste, qui est un parti eurofédéral. Il suffit de voir le Twitter du PS, qui s'appelle UEPS, Union Européenne PS, qui montre bien là la grosse... c'est comme avec la presse où quand ils créent à la censure, enfin ils ont tous les mêmes fonds financiers. Quoi. Ouais. Ils sont bidons. Quoi. Bah, exactement, ouais. Exactement. Tout ça montre quelque part une sorte d'abandon de la souveraineté, même au sein de l'éducation nationale.
en gros, on montre au jeune peuple français que eh bien, son seul avenir, c'est d'être dirigé, un peu comme une marionnette, par les deux partis qui dirigent le système. Plus pour longtemps. Oui. Donc oui, effectivement, comme tu dis, il y a un problème avec l'homosexualité, c'est qu'on tend à imposer la théorie du genre à l'école, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus aucune différence entre un homme et une femme. Et là encore, c'est une perte de repères nationaux, parce que de tout temps, dans notre histoire, notre culture, on a eu un homme et une femme, et ça n'a jamais été les mêmes. C'est-à-dire que le MPF était historiquement un parti qui était l'allié de l'UMP, lequel était soumis à la doctrine mondialiste et antinationale, un peu comme l'était le MRC de Chevènement pour le PS en fait. Ouais. Mais bon, ils étaient sincères les gens quand même. 12e. Oui, mais c'était quand même lobotomisé. C'était pour dire qu'on rencontre beaucoup de façon à la périphérie, là où on nous fout la paix, que le FLI, c'est difficile d'y aller, de venir, parce que c'est l'agression en permanence. Ceci étant, je crois que ça c'est aussi connecté à notre situation économique. Par exemple, le fait que la France soit constamment obligée d'importer le métal, les voitures c'est la police nationale. Admettons qu'on renationalise la production, eh bien, on recrée de l'emploi sur le territoire français, et à ce moment-là, on peut... on va chercher des immigrés parce que c'est moins cher, alors on préfère faire travailler des mecs dans un CAP parce que c'est moins cher, on préfère prendre des gens en formation en permanence parce que c'est moins cher. Et de toute façon, voilà, personne ne veut partager. Parce qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de bien commun, personne ne veut partager. Moi j'en ai ras-le-bol. Une somme d'individus. Toute la moitié de l'année, là, j'ai bossé à ce que mon patron achète un nouveau 4x4 Volkswagen à sa bonne femme. Tu vois, moi je peux pas devenir propriétaire, tu vois.